Bonjour à tous et merci d'être avec nous ici même Bassin Labou ce soir pour un débat, on va dire, chez Canal Austral bien entendu, mais pour un débat avec le groupe Bagnan, parce que le groupe Bagnan a décidé d'envoyer une personne aux élections législatives, et cette personne-là, c'est parmi les 3 personnes qui vont débattre ce soir avec nous de plusieurs sujets, de l'île de la Réunion bien entendu, peut-être un petit peu plus ailleurs, si affinité, c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, ce soir, j'ai avec moi Ridouane Issa, bonjour, bonsoir. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Il y a aussi Mathilde Debon qui est avec nous. Et puis après, Eric Carici avec nous. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir, bonsoir. On va commencer parce que c'est bien, on sait que vous êtes dans le groupe Bagnan, on sait que le groupe Bagnan va réélire un de vous 3 ce 18 décembre, c'est-à-dire samedi, de 8h à 18h dans les bureaux de la permanence du groupe Bagnan. Il y a à peu près 1300 adhérents qui vont voter, et ça va être voté d'un seul tour. Celui qui va arriver en premier va être élu, il n'y a pas de deuxième tour en tout cas. Et comme exactement un petit peu dans toutes les primaires, on va le dire. On va peut-être commencer par une présentation. Alors cette présentation ne va pas se faire au hasard ou bien au gré de ma volonté, puisqu'on a fait un petit tirage au sort tout à l'heure pour déterminer les personnes qui vont intervenir en premier. Alors les personnes qui vont intervenir en premier pour la présentation vont être inversées à la fin pour la conclusion. Et comme vous êtes à 3, c'est-à-dire impair et non pas pair, et celui qui sera celui ou celle qui a été numéro 2 va être numéro 2 aussi à la fin. En tout cas, on va commencer par Ridouane Issa. Alors, présente-nous un petit peu qui tu es. Bonsoir Jean-Claude, bonsoir aux adhérents de Bagnan qui nous regardent. Donc, avant tout, si vous me le permettez, je souhaiterais, dans cette actualité difficile, présenter mes condoléances aux familles endeuillées par l'incendie de Montgaillard et leur apporter tout mon soutien dans cette épreuve. Et aussi saluer le formidable élan de solidarité des Réunionnais. Ce sont des valeurs que l'on partage également au sein du parti Bagnan. Donc, pour ma part, je suis Ridouane Issa, j'ai 41 ans et je travaille au service développement économique d'une collectivité à La Réunion. Et mon engagement politique est d'être premier adjoint au maire à Saint-Benoît ainsi que vice-président à la CIREST. Donc, moi, Mila Marmaille Saint-Benoît, elle a grandi Saint-Benoît et dans une famille passionnée de politique. Les gens y appellent moi souvent Garçon Issa. Donc mon papa a été longuement engagé à Saint-Benoît et aussi dans une famille multiculturelle, un peu à l'image de La Réunion. Dans mon famille, nana arabe, nana malbar, nana chrétien. Et moi, je m'ai avant tout investi dans le développement économique. Pourquoi? Parce que ça permet de créer du travail pour les Réunionnais et aussi de leur accorder du pouvoir d'achat. Et ça, c'est important dans notre quotidien. D'accord, merci beaucoup Issa Ridouane. Nous avons aussi Mathilde Lebon qui va se présenter un petit coup avec nous aujourd'hui. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux adhérents et aux adhérentes de Bagnan qui nous écoutent ce soir. Alors, moi, c'est Mathilde Lebon, j'ai 24 ans, je suis originaire de Saint-Benoît. Je suis tout juste diplômée de l'école d'urbanisme de Sciences Po Paris. Donc, je m'engage pour cette élection pour 3 raisons. La première, c'est que je souhaite porter la voix de celles et ceux qui n'en ont pas aujourd'hui à La Réunion, notamment les jeunes et les femmes. Deuxièmement, je souhaite participer au renouvellement de la classe politique réunionnaise, qui d'ailleurs s'inscrit dans l'engagement de Bagnan de porter la voix de la jeunesse. Donc je m'inscris totalement là-dedans. Et puis troisièmement, j'ai envie de porter mon ambition d'une Réunion, des Outre-mer, mais aussi d'une France beaucoup plus égalitaire et beaucoup plus inclusive, beaucoup plus déterminée également. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles je me présente, et également parce que évidemment je suis compétente et j'ai les qualifications pour. D'accord, merci beaucoup. Et puis après, on a quelqu'un qui... on a vu un petit peu, il y a la jeunesse, et puis il y a aussi d'autres personnes, et c'est Eric Carici. Bonsoir Jean-Claude. Effectivement, moi, je suis quelqu'un de Saint-Benoît, Eric Carici, 58 ans, c'est vrai que je suis plus âgé que tout le monde, mais tout d'abord, permettez-moi de faire mes sincères condoléances avec la tragédie de Saint-Denis. Effectivement, ce que disait tout à l'heure mon collègue, il y a un élan de solidarité, et le CCS de Saint-Benoît, en tant que vice-président, a contribué aussi à cet événement, je dirais, de participer à ce don, cet élan de solidarité. Voilà. Pour ma part, pourquoi je suis ici aujourd'hui, je vais juste resituer un petit peu le contexte, après je vais continuer à me dire qui je suis. Voilà. En 2020, je me suis engagé auprès de mon ami Patrice Célie, sur une équipe municipale, que, encore l'occasion m'est donnée, je remercie l'ensemble de l'équipe et l'ensemble des militants
qui ont milité, qui ont permis à Patrice Sely d'être aux responsabilités. Et j'ai pris un engagement avec lui et j'ai dit, j'aimerais bien aller à la députation et j'aurais aimé avoir son soutien. Faisant ballon, le temps est arrivé aujourd'hui. La démocratie veut qu'aujourd'hui, on doit faire une primaire. C'est la démocratie. Et c'est pour une des raisons aussi que je suis très motivé à participer à cette primaire. Parce que ma motivation d'aller à la députation, c'est par rapport à mon parcours, à mon expérience. Très jeune, depuis de 19 ans, j'étais en métropole, comme tout rayonné, enfin comme bon nombre de rayonnés, que la partie en métropole peut faire des études, parce que la Réunion était très idiote dans le temps. M'a été adhérent au Parti communiste français à 19 ans. Malheureusement, le Parti communiste français aujourd'hui est très affaibli. Jusqu'à de 86 à 2005, enfin, dans les années 2000, j'étais au Parti communiste, puis au Parti socialiste. Donc mon parcours politique, et quand je suis revenu à La Réunion, j'étais adhérent aussi au Parti PLR, le Parti du Guet-Bello, pour ne pas citer de nom, parce que j'ai toujours investi depuis tout jeune dans la politique. Aujourd'hui, je dis, mon expérience, mon parcours dit que j'ai une capacité aujourd'hui d'aller à ce combat, je dirais législatif, face à des candidats, je ne parle pas aujourd'hui des primaires, mais je parle des futurs candidats si je suis élu à la primaire, mais aller vraiment au combat. Je suis quelqu'un qui aime le batailler. Pas batailler, mais dans le bon sens du terme, batailler. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, mon parcours même à Saint-Benoît, m'a grandi à Saint-Benoît, m'a fait toutes mes études à Saint-Benoît. Effectivement, mon premier vote a été pour François Mitterrand. Pour dire où déjà m'étais dans la philosophie de gauche, mais il reste toujours à gauche, mais progressiste, on essaye de faire avancer les choses. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Et je remercie, encore une fois, les militants, les adhérents de Bagnan, qui nous ont permis, et l'équipe qui fait un travail de fourmi aujourd'hui, qui commence à porter ses fruits sur le territoire de Saint-Benoît. Et moi, je considère qu'on est une équipe motivée. Il faut qu'il y ait cette primaire, nous devons départager. D'accord. On va avancer, Eric Karici, si tu veux bien, parce que l'heure tourne, et tu as quand même presque 2 minutes sur les autres en plus que les autres, puisque tous les deux ont fait une présentation d'1 minute et toi presque 3 minutes, mais c'est pas grave. La présentation peut-être pour toi est importante. Il y a 577 députés en France, il y en a 7 ici à La Réunion, dans votre canton, à vous, c'est-à-dire le canton de l'Est, pour lequel vous allez vous présenter. Il y a d'autres candidats aussi dans d'autres partis qui vont arriver. Il y a quelqu'un, un grand monsieur, qui a dit qu'il n'y a pas de politique qui vaille en dehors de la réalité. Oui, c'est le général de Gaulle qui a dit ça. Et de la réalité, on va en parler, on va en débattre dans cette émission, si vous voulez bien, avec un premier sujet qui touche tout le monde, qui touche de plein fouet tout le monde, c'est l'emploi. Alors, l'emploi à La Réunion, c'est l'un des principaux problèmes. Il faut savoir qu'à La Réunion, il y a à peu près 17% de chômage. On est le département dans lequel il y a le plus de chômage si on exclut Mayotte. Si on exclut Mayotte, La Réunion, c'est vraiment le chef de file du chômage en France, de tous les départements. Il y en a 100 départements, on est le premier. On va commencer peut-être par Mathilde, par exemple, puisque Mathilde est un petit peu en retard comparé à vous deux. Mathilde, vraiment le problème du chômage à La Réunion, le problème de l'emploi, c'est un problème qui est grave. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en tant que député, par exemple, pour pouvoir y remédier ? Évidemment, c'est un problème qui touche énormément de personnes à La Réunion, notamment les jeunes, puisqu'il y a plus de 40% des 18-29 ans qui sont actuellement au chômage. Donc évidemment, en tant que député, ça doit être sans aucun doute une priorité à l'Assemblée nationale. Donc ça passe par plusieurs choses. Tout d'abord, il faut aller vers, je pense, une pérennisation des moyens qui sont déjà mis en place par l'État pour essayer de participer à la relance économique et également au rebond de l'emploi. Donc je vais par exemple citer la question du plan d'investissement des compétences qui est actuellement mis en place. Donc ça, c'est quelque chose que je m'engage à renouveler et à porter parce que c'est nécessaire de continuer en fait cet investissement sur la pérennisation et la qualification des personnes à La Réunion. Ensuite, je pense qu'il y a une nécessité de clarifier les compétences des collectivités territoriales. Là, on va avoir une loi qui s'appelle la loi 3DS qui va donner plus de pouvoir aux régions, notamment sur la question de l'emploi, notamment sur la question de l'apprentissage. Donc moi, je m'engage vraiment à requalifier et à définir précisément les fonctions et les rôles qu'auront les régions dans les questions d'apprentissage, dans les questions de l'emploi.
Ensuite, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de se saisir des outils d'expérimentation qui sont mis en place. Moi, je suis étonnée. Par exemple, on voit qu'il y a l'expérimentation du territoire zéro chômage qui est mis en place en France. Aujourd'hui, à La Réunion, il n'y a pas cette expérimentation qui est mise en place. Donc, en fait, comment aujourd'hui c'est possible qu'avec un département qui a autant de taux de chômage, qu'on ne se saisisse pas de cette expérimentation? Donc, moi, ce que je propose, c'est de se saisir de cette expérimentation-là. On a voilà des projets à zéro carbone en 2050, mais on n'a pas des projets à 10% de chômage à La Réunion en 2050, par exemple. Hein. Donc, tu vois, les écarts sont quand même assez longs. Et de tous les chômeurs inscrits à Pôle emploi, Ridouane, hein, dans toutes les Outre-mer, La Réunion est à lui tout seul 50%. 50% de tous les chômeurs qui sont inscrits au Pôle emploi dans toutes les DOM, La Réunion fait vraiment défaut. Hein. Donc il faut vraiment s'en soucier, il faut vraiment prendre ça à bras le corps. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Effectivement, M. Coindin, c'est une situation économique et sociale catastrophique. Et être élu, c'est être conscient et responsable de cette situation. Alors Mathilde a décrit, a donné le chiffre, hein, c'est plus de 40% de chômage chez les jeunes. Le taux à La Réunion avoisine les 18%. Donc moi, je souhaiterais proposer en tout cas 4 mesures. La première, c'est de renforcer le dispositif du contrat d'apprentissage. Ça fonctionne bien, mais il faut le renforcer. À la fois pour les apprentis, parce qu'il faut qu'ils gagnent plus, et à la fois pour les entreprises, parce qu'il faut mieux les accompagner et mieux les indemniser. Mais quand on est, excuse-moi, mais quand on est apprenti, est-ce qu'on rentre dans la case des 17% de chômeurs ou bien on a un petit peu le cul entre deux chaises? Non, parce que ça, c'est vraiment des statistiques politiciennes. Quand on est apprenti, quand on est stagiaire, par exemple, ça permet de déboucher. On ne sait pas aujourd'hui dans quelle zone on les met quand on fait les stats. Hein. Effectivement, ça dépend du calcul statistique qu'on fait, mais surtout le contrat d'apprentissage, c'est une garantie à la sortie pour trouver un travail. Bien sûr. Et une autre proposition nouvelle que je souhaite faire, c'est de créer un dispositif nouveau qui consisterait pour l'État à financer le salaire d'un jeune de moins de 26 ans ou de moins de 28 ans, c'est à définir, qui travaillerait pour la première fois dans une entreprise. Ce dispositif existe, il s'appelle le VIE, le Volontariat International en Entreprise, mais l'État aujourd'hui envoie ces jeunes travailler dans des entreprises françaises à l'étranger. Et moi, je demande une expérimentation à La Réunion. Bagnan, c'est des solutions réunionnaises au problème réunionnais. Le problème réunionnais, c'est le chômage. Et donc, d'adapter cette mesure à La Réunion pour permettre aux jeunes d'avoir un premier emploi. La troisième proposition, et je l'ai vu encore hier à l'occasion d'une réunion de quartier à Saint-Benoît, il y a énormément de pères de famille, de mères de famille qui ont plus de 50 ans et aujourd'hui qui ont travaillé avec parcimonie et qui aujourd'hui essaient de retravailler en vue de la retraite parce qu'ils voient que la retraite va être assez faible. Et donc moi, ce que je souhaite proposer, c'est un contrat senior. C'est un contrat senior pour lequel l'État accompagne l'embauche des seniors de plus de 50 ans pour leur permettre un retour vers l'emploi. Et cette subvention, elle existe, elle s'appelle dispositif première embauche, mais elle ne vaut plus en fait pour ces personnes de plus de 50 ans. Donc en fait, il faudrait adapter cette subvention. Bien sûr. Enfin, la dernière mesure qui concerne surtout la 5e circonscription, pour laquelle on souhaite tous se présenter, c'est de renégocier le retour de la zone franche pour les entreprises. Ça a marché sur le territoire de la CIREST, notamment. Il faudrait l'étendre sur l'ensemble de la circonscription, mais pas sans condition. Parce qu'on l'a vu, les biais, c'est les entreprises viennent, créent une boîte aux lettres et elles s'en vont. Donc ça, c'est pas ce qu'on souhaite. C'est on négocie le retour de la zone franche, mais en contrepartie, les entreprises s'engagent à créer de l'emploi. Et on met beaucoup plus de contrôle aussi. Hein? Effectivement. Bien sûr, bien sûr. L'Est, c'est vraiment l'enfant pauvre, si on parle de chômage, Eric Carici, hein, puisque il faut savoir que l'Est, c'est l'endroit où il y a le plus de chômage, ici à La Réunion. Hein. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour atténuer tout ça? Surtout dans l'Est, là où se trouve Bagnan. Alors, effectivement, tout le monde s'accorde à dire que l'Est, c'est le parent pauvre de La Réunion. Oui, c'est-à-dire que, aussi bien qu'en développement économique, aussi bien qu'en taux de chômage, enfin surtout, le taux de pauvreté est plus important sur la micro-région Est qu'ailleurs. Je ne vais pas citer le Nord ou quoi que ce soit. En ce qui concerne l'emploi, effectivement, c'est les jeunes qui sont plus touchés. Mais moi, je dis, il faut regarder les choses en face. Il y a beaucoup de mesures qui existent en la matière d'emploi, mais qui ne sont pas appliquées de la même manière que sur le territoire national, que sur les territoires ultramarins. Et c'est là la difficulté. Je veux dire que moi, en tant que futur député, si je suis élu, je dirais faire appliquer ces droits-là, au même titre, parce qu'on est un département français, au même titre qu'un département de la Creuse ou de Paris ou qui que ce soit. Moi, je demande, en tant que député, d'appliquer ces mêmes règles. Je vais citer 2 exemples après. Mais en ce qui concerne l'emploi, ce que je préconise, enfin, ce que si je suis élu, il y a des propositions. Il y avait quelque chose qui luttait contre l'emploi ici, c'était les emplois aidés.
Je cite un exemple ancien emploi, l'emploi jeune, qui effectivement qui était financé à 100% par l'État. Aujourd'hui, on a supprimé ces contrats-là, sachant que pour les collectivités, c'était important pour intervenir dans les écoles, dans les cantines, dans tout ça. Aujourd'hui, on a supprimé, on a mis des PEC, des parcours emploi compétences, par rapport à ça, qui est prise en charge, sauf à 80% pour la question de l'AV, la lutte antivectorielle, et tout le reste à 54%. Quelle collectivité aujourd'hui peut supporter ça pour essayer d'enrayer un petit peu, pour mettre un pied à l'étrier à cette jeunesse-là au niveau de l'emploi? Donc moi je dis, si je suis député, je vais me battre pour ça, pour remettre ces emplois aidés au-delà, parce qu'on porte des modifications, mais remettre ces emplois aidés financés à la hauteur de 80-90%, qui permettra justement enrayer un peu au niveau de la jeunesse, la condition de l'emploi. Pourquoi je dis, effectivement, tout à l'heure mon collègue disait que remettre la zone franche, oui, il y a un exemple concret aujourd'hui. Si on prend l'application telle qu'il est définie des critères pour que les quartiers des communes soient classés en QPV qui apportent des subventions supplémentaires, si on applique les mêmes critères qu'en métropole, 90% des communes sont classées en QPV. Vous pouvez les chercher. Oui. Et quand je dis 90%, ça veut dire que si je prends le territoire de Saint-Benoît, allez, à 95% de la commune de Saint-Benoît est classée en QPV. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous ramène de ressources, ça nous ramène d'autres leviers financiers pour pouvoir développer économiquement notre territoire de la maison bien sûr. Et quand on veut développer un territoire, il faut faire comme Ridouane l'a dit, faire des zones franches pour attirer des entreprises, parce qu'on ne peut pas embaucher s'il n'y a pas d'entreprise pour embaucher, et s'il n'y a pas des industries aussi pour embaucher. Puisque parler de l'Est, c'est vraiment l'enfant pauvre, parce qu'il n'y a pas énormément d'industries. Les industries à La Réunion sont concentrées dans l'Ouest et dans le Sud, du côté de Saint-Pierre. Il n'y en a pas beaucoup dans l'Est. Hein. Alors, est-ce que les revendications dernièrement des Gilets jaunes pour ce pouvoir d'achat, ces emplois-là, hein, parce que quand on parle d'emploi, on parle forcément d'un salaire qui va à côté. À La Réunion, le SMIC actuellement est enfin même comme en France, est à 1258 € net par mois. Est-ce que vous pensez que ce SMIC-là, il faut le revoir, ou bien sinon il est très bien comme il est et qui suffit à notre économie à La Réunion? Ridouane, par exemple, vous pouvez prendre la parole à n'importe quel moment. Hein, donc, oui, je veux bien. Donc, Monsieur Coindin, effectivement, vous l'avez dit, il faut continuer la revalorisation du SMIC, parce qu'il est important que les travailleurs soient reconnus et payés à la hauteur de leur travail. Qu'on gagne 1200 € ou 5000 €, on travaille, on se lève tous les matins et on se rend sur le lieu de travail pour son chef d'entreprise. Mais si on nous demande les salaires, on va les prendre où? On va les chercher où? Alors, effectivement, il y a aussi un système de compensation, d'économie à faire au niveau du gouvernement. Le gouvernement a déjà entamé cette phase d'économie, et aussi de redispatcher les fonds sur des secteurs prioritaires. Aujourd'hui, on le sait, on est en crise sanitaire, il faut faire des efforts pour le secteur de la santé. Moi, je souhaiterais faire deux propositions sur la vie chère. La première, c'est une idée forte, c'est de proposer la continuité territoriale du fret. C'est quoi? Si je vais prendre un exemple, quand vous envoyez une lettre de Paris à Marseille, vous payez 1,28 € le timbre rouge. Quand vous envoyez une lettre de Paris à Saint-Denis de la Réunion, vous payez 1,28 €, c'est pas plus cher. Donc ça doit être la même chose pour les produits essentiels aux Réunionnais. Pour les produits de première nécessité. Pourtant, il y a des produits de première nécessité ici qui sont quand même assez taxés. Hein. Ils sont taxés, effectivement. On va parler dans un instant, parce que les autres peuvent intervenir. Hein. On va parler de l'octroi de mer, par exemple. Moi, j'ai fait une petite recherche dernièrement et j'ai vu que, par exemple, pour des papiers pour essuyer ses mains, il n'y a pas d'octroi de mer, c'est 0%. Par contre, les papiers toilettes est taxé à 15,5%. Le papier journal à 0%. Peut-être qu'il faudra utiliser le papier journal maintenant, puisque le papier toilette est taxé à 15,5% au niveau de l'octroi de mer. Et après, bien entendu, tout ce qui est cher, c'est les produits de luxe qui sont vraiment taxés. Si on fait une continuité territoriale comme ça, on ne va pas dire que le papier toilette vient de Chine, mais il vient plutôt de l'Europe. Et ben, peut-être qu'il faudrait le mettre aussi à égalité. Est-ce que on va parler de l'octroi de mer, on va en parler là tout de suite, là, puisque la vie chère, c'est aussi à cause de ces produits qu'on paye très cher, à cause de ces taxes et des surtaxes. L'octroi de mer est une taxe de douane. Voilà, aujourd'hui, Aujourd'hui, je vais coller essentiellement sur le fret, qui est une vraie problématique de surcoût. Aujourd'hui, le fret double, les entreprises le disent. Et là-dessus, en fait, la subvention de l'État ne peut pas être sans contrepartie. Les groupes, la grande distribution doit jouer le jeu. S'il y a une subvention sur le fret, elle doit le répercuter sur le produit. On a commencé à le faire sur le bouclier qualité-prix. On a défini des produits, on peut le redéfinir. C'est inadmissible aujourd'hui qu'on paye 4 yaourts à Lille à 2 € et qu'on paye la même chose à 8 €. D'accord. Donc la question aussi de l'octroi de mer, c'est quelque chose
à revoir, à rediscuter, mais dans la négociation. Je pense qu'il faut une conférence territoriale de l'octroi de mer parce que ça permet aussi de protéger la production pays de nos entreprises et de notre industrie. Mathilde Lebon est un petit peu en retard. Oui, juste. Je vais laisser la parole à Mathilde Lebon qui est très en retard comparé à vous. Vous êtes à 5 minutes et Mathilde à 3 minutes. Juste quelques minutes pour nous parler un petit peu de cette vie chère ici à La Réunion et les conséquences de cette vie chère. Bien sûr. Vous parliez donc des SMIC, notamment qui sont peut-être pas assez élevés. Donc moi, j'allais revenir justement sur la question de la vie chère qui est un problème parce qu'on a énormément de produits qui ne sont pas accessibles aux Réunionnais et aux Réunionnaises. Aujourd'hui, il y a eu des choses qui ont été faites. Il y a eu des choses, on peut parler du bouclier qualité-prix, il y a eu la loi égalité outre-mer, il y a eu la loi Lurel en 2012, donc il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Donc à ce niveau-là, en tant que député, donc il faut essayer de renforcer cette application-là et avoir un dialogue avec tous les acteurs concernés pour que ce qui a déjà été fait soit appliqué d'une meilleure façon. Déjà, il y a ça. Donc ensuite, il faut continuer à soutenir la relance économique parce qu'à cause de l'inflation, on sait très bien que les prix augmentent. Et donc pour ça, il faut toujours continuer à faire de la relance économique pour augmenter le pouvoir d'achat. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut avoir des perspectives de long terme. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on importe énormément de produits. Il faut parler d'autonomie alimentaire. Il faut parler d'autonomie alimentaire. Il faut qu'on soit en capacité aujourd'hui à La Réunion d'arrêter d'importer des choses qui viennent de l'extérieur. Parce que en fait, c'est ça qui rend les choses chères. Et quand tu parles d'extérieur, c'est vraiment la nourriture, par exemple. Par exemple aussi, mais auto-alimentaire. Mais d'autres choses aussi. Fruits, légumes. Mais d'autres choses aussi. Et ça peut aussi, donc il peut y avoir aussi une réponse dans la question de la coopération régionale pour essayer d'augmenter nos liens avec la zone et arrêter d'avoir ce lien Réunion France Réunion métropole Réunion. Et donc là, je pense que c'est essentiel. La question d'une à court terme, c'est ok, c'est intéressant, on a des mécanismes. Mais à long terme, on sait quoi. Donc vraiment, moi, je pense que la question de l'autonomie alimentaire et la question d'investir des emplois là-dedans, c'est nécessaire. Et puis, évidemment, la question de l'octroi de mer. Personne n'y comprend rien. C'est un micmac de choses. Mais on sait que ça donne c'est de l'argent pour les collectivités. Bon, ça on sait. Mais on va pas enlever tout de suite l'octroi de mer à court terme parce qu'il y aura plus d'argent pour les collectivités. Donc, il faut savoir que c'est 20% des budgets des communes, l'octroi de mer. C'est énorme. C'est 450 millions d'euros par an à La Réunion. Donc c'est énorme, donc on ne peut pas dire du jour au lendemain on va supprimer l'octroi de mer. Mais en revanche, je suis tout à fait d'accord qu'en tant que député, il faut amener la discussion. D'ailleurs, à l'Assemblée, il y a énormément de rapports qui sont faits, il y a des enquêtes, ça sert aussi à ça un député. Et donc moi, je propose qu'on mène une enquête là-dessus, en fait. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas donner des mesures, dire qu'on supprime l'octroi de mer sans en fait avoir des chiffres et sans évaluer en fait ce qui est fait actuellement. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a deux... L'octroi de mer, c'est une taxe qui est vieille. C'est une taxe qui est 1670 mais elle date en Martinique. Elle date de l'époque coloniale. En Martinique, en 1670. Elle date de l'époque coloniale et c'est quelque chose qui est à revoir dans nos relations à la pour France. l'enlever, il faudrait enlever des pans d'histoire carrément pour l'enlever. Ah mais c'est une question, mais tout à fait, ça rentre dans l'histoire, ça rentre dans notre histoire coloniale, c'est quelque chose qu'il faut interroger et l'octroi de mer fait partie de ça. C'est évident. Donc il y a trois choses. Donc il y a des choses qui sont faites à court terme, donc il faut renforcer ces dispositifs-là. Ça c'est sûr. Avoir une meilleure application. Mais la question du long terme, c'est important. L'autonomie alimentaire, c'est nécessaire. Et la question de l'octroi de mer. Donc voilà. D'accord. Eric, en fait, par rapport à la question du pouvoir d'achat, effectivement, on est tous focalisés sur l'augmentation des prix, sur l'octroi de mer, tout ça. Mais il faudrait savoir tout ce qu'a fait le gouvernement jusqu'ici. Il a fait quoi le gouvernement ? Il a baissé les APL, il a réduit maintenant les indemnités chômage dans les nouvelles lois, et en même temps, la baisse des petites retraites au travers de l'augmentation de la CSG. Personne n'en parle, ça. Ça aussi, ça baisse le pouvoir d'achat des parce que le pouvoir d'achat, c'est pas forcément les travailleurs, c'est aussi les retraités. Voilà, c'est aussi les gens qui toute cette baisse que le gouvernement a mis en place aujourd'hui, forcément, le prix, même s'il y a une petite augmentation de prix, je suis contre ça aussi, mais néanmoins, le fait que nos revenus baissent, effectivement, ça veut dire que ça devient plus difficile pour nous. La question de l'octroi de mer, aujourd'hui, tout le monde, c'est le serpent qui se mord la queue. Ça fait des siècles et des siècles qu'on en parle, l'histoire de l'octroi de mer. Tout le monde vous savez que Annick Girardin l'a dit en 2019, qu'il n'y a pas de réforme de l'octroi de mer parce que c'est les élus qui n'ont rien porté je vais revenir. Demande. Je vais revenir là-dessus. Effectivement, c'est une question, oui, aujourd'hui, nos élus,
demain, je fais partie de ces élus-là aujourd'hui parce que je suis élu dans une majorité sur une commune de Saint-Benoît. Mais ce qu'il faut savoir, nos élus, quelle volonté politique on a eu pour développer notre territoire? Rien. Qu'on ne vienne pas me raconter quoi que ce soit. On n'a pas fait de volonté. Quand je prends l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, on voit bien comment c'est en train de se développer par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Nous, on est là dans une position attentiste. Ben, on attend. Donc forcément, ça répercute sur le pouvoir d'achat. Ce que disait mon collègue tout à l'heure, effectivement, sur la question du fret, comment on va répercuter ça? Oui, là, il y avait le bouclier qualité-prix. Moi, je dis aussi, on prend un exemple, on baisse les revenus de l'ensemble des personnes les plus pauvres. À côté de ça, aujourd'hui, on est en train de dématérialiser. Tout se fait en ligne maintenant. Pour les retraités et tout ça, ben pourquoi pas imaginer, si je suis député, je proposerai une loi dans ce sens-là, un bouclier numérique. C'est-à-dire que pour les plus pauvres, il faut qu'ils ont accès à ça. Parce que quand on prend sur un budget d'une personne du RSA, ils ont des enfants qui vont à l'école aujourd'hui, il faut faire tout en ligne, et ben il faut payer entre, on va pas dire 9 euros pour ne pas citer, mais entre 40 et 50 euros tous les mois à payer pour accès à ce numérique-là. Mais ça pèse. En plus de la diminution de leurs revenus, on doit pouvoir accès à un droit. Donc pour moi, c'est une proposition que je vais faire. Proposer une loi un bouclier numérique. Je pense que c'est nécessaire et obligatoire même. Autant que pour l'augmentation des salaires, c'est vrai qu'effectivement, on peut trouver des moyens pour augmenter les salaires. Une autre proposition aussi que j'aurais bien aimé faire, parce qu'on sait que sur ce que disait Mathilde, effectivement, sur l'autonomie alimentaire, la question autonomie alimentaire, personne n'a osé aujourd'hui de dire qu'il y a plein de terrains agricoles qui sont en friche. On n'utilise pas pour pouvoir cultiver la culture ouvrière. Tout le monde prend la canne. Mais je vous dis clairement, peut-être je vais mettre à dos les personnes qui cultivent la canne. La canne, l'avenir dans 30 ans, c'est plus l'avenir. Mais dans 5 ans, il n'y a plus de canne. D'accord. Si l'Europe ne subventionne plus. Si nous, les agriculteurs, il faut l'État donne les moyens pour se reconvertir, justement pour aller vers cette autonomie alimentaire. Il y en a suffisamment de terrain à La Réunion pour le faire, le terrain agricole. Je ne dis pas qu'il faut supprimer le terrain agricole pour construire tout bâtiment, loin de là. Mais en tout cas, à mon avis, pour avoir de qualité de vie et en matière de nourriture, pour moins d'importer des produits tels que les oignons de l'ail, les carottes d'Australie, je cite, on peut cultiver à La Réunion. On peut arriver à une autonomie alimentaire si on se donne les moyens de le faire, parce qu'il y a des terrains en friche. Et ça, je dis, c'est une question de volonté politique. Alors, le problème des terrains en friche, c'est un gros problème, parce que ces terrains en friche appartiennent souvent à des personnes, et comme ces personnes-là sont propriétaires qui ne veulent pas donner leur terrain à cause des problèmes des indivisions qui existent à La Réunion. Vous savez qu'à La Réunion, on est le numéro 2 des indivisibilités après la Corse, parce qu'on a trouvé des terrains de 400 mètres carrés avec 3000 personnes, 3000 héritiers dessus. Donc, des terrains qui sont en friche actuellement et qui sont libres, il y en a beaucoup, mais personne ne peut rien faire à cause d'un phénomène d'indivisibilité. Donc, ça aussi, c'est un problème qu'il faudrait régler. On a parlé tout à l'heure des propositions de loi. On va revenir un petit coup là-dessus parce qu'on va revenir sur la vie chère peut-être un petit peu après. Mais moi, je voudrais vraiment qu'on s'attarde un petit coup sur les propositions de loi parce que en regardant bien en détail, un député, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit voter des lois, il doit faire des propositions de loi et il doit aussi voter les projets de loi. Les projets de loi, c'est l'État et les propositions de loi, c'est les députés. Le problème, c'est que les projets de loi, il y en a beaucoup et les propositions de loi, pas beaucoup. Et les rendez-vous pour gérer tous ces projets de loi sont prioritaires par rapport aux propositions de loi que font les députés. Si vous êtes député demain et que la population vous dit que, voilà, monsieur le député, j'ai un problème parce que mon camion poubelle ne passe pas à côté. Si vous êtes député, que vous allez au-devant des personnes, c'est une question qui risque de vous poser. Qu'est-ce que vous allez répondre à des questions qui sont plus communales qu'un député? Comment faire la différence? Parce que les personnes qui nous regardent, la plupart ne font pas la différence. Vous êtes élu parce qu'ils vous ont élu. C'est la population qui vous ont élu, contrairement aux sénateurs qui font presque le même travail qu'un député, mais qui, lui, n'est pas élu par la population. Vous êtes élu par la population. Vous devez rendre compte. D'ailleurs, vous avez un moment dans votre emploi du temps qui est consacré à aller à l'avant de cet électorat-là. Qu'est-ce que vous allez dire s'ils confondent? Parce que pour eux, le camion poubelle qui passe pas devant chez eux, c'est votre problème. Le bus qui ne vient pas à côté pour récupérer ses enfants, les enfants ils doivent faire 1 kilomètre pour aller chercher le bus, c'est votre problème. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces gens-là? Alors, moi, Mathilde Lebon. Oui. Je pense qu'il faut un peu clarifier les rôles. Évidemment, je comprends que dans la vie de tous les jours, les citoyens, les citoyennes viennent nous voir et nous disent voilà, j'ai un problème devant chez moi, voilà comment on fait pour régler ça.
Sauf que ça, c'est pas de la compétence du député. Il faut être clair que ça va être de la compétence de la mairie, ça va être de la compétence du département, de la région. Donc ça, c'est sûr. Le député n'est pas un élu de terrain au même titre que quelqu'un qui est élu au conseil municipal, au département, à la région. Déjà ça. Ensuite, donc, évidemment, il y a un lien qui doit être fait pour porter les revendications des citoyens et des citoyennes. Mais ce lien, il se fait comment? Ce lien, il se fait en portant des dossiers nationaux et en essayant de le décliner et de l'appliquer au territoire ultramarin. Ça ne sert à rien de faire totalement du local à l'Assemblée nationale. Il est nécessaire pour les députés de s'emparer des dossiers nationaux et de le décliner avec les spécificités des outre-mer. C'est pas moi qui le dis, les députés disent qu'actuellement, les propositions de loi, contrairement au projet de loi, un mandat ne suffit pas. Oui, mais c'est évident, on ne peut pas résoudre tout. 5 ans n'est pas suffisant. Mais c'est évident, on ne peut pas résoudre tout en 5 ans, c'est extrêmement court. C'est extrêmement court et je voudrais revenir sur le rôle du député. Le député n'est pas là que pour proposer des lois. Il est là pour contrôler l'action du gouvernement. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Il est là pour aussi faire des enquêtes parlementaires. On parlait tout à l'heure du pouvoir d'achat. Un des moyens de faire, c'est de renforcer le pouvoir de l'Assemblée pour contrôler la question des prix. L'Assemblée, donc le député, peut jouer un rôle de contrôle. Il n'est pas que là pour proposer des lois. Les lois, ça ne se propose pas du jour au lendemain. C'est un processus qui est extrêmement long. Il faut avoir des priorités. Il faut avoir, évidemment, il faut avoir un objectif, des ambitions. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait toutes les 4 matins. Ça, moi, je pense qu'il faut être ambitieux, mais il faut être réaliste. D'accord. C'est pour ça qu'il faut vraiment dire aux gens qui vont voter pour vous. Hein, il faut être honnête avec les gens. Il faut être ambitieux et réaliste. Voilà, vous n'avez pas un rôle exécutif. Hein. Un député, ce n'est pas un élu de proximité au même titre que le maire. Ce n'est pas du tout la même chose. En revanche, il peut porter des sujets et c'est là où c'est intéressant. Parce que du coup, grâce à sa voix, donc grâce par exemple à ma voix notamment, on peut porter des sujets à l'Assemblée nationale. Et c'est là qu'on gagne de la visibilité auprès du gouvernement. Le député, le lien direct entre la population et l'État. Exactement. Et en même temps, il fait le lien entre les différents acteurs. C'est du dialogue. Tout le monde fonctionne en même temps. C'est pas un fait mieux que l'autre. Sinon, on n'avance pas. Enfin, je veux dire, ça sert à rien. Bien sûr, bien sûr. Hein. Et Ridwan, là aussi, parce que tu sais, les députés, ils sont là depuis très longtemps aussi, hein, depuis 1789, lors de la Révolution française. Hein, les premiers chambres ont été mises en place. Hein, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne bien, hein, parce que c'est des garde-fous aussi, hein, parce que c'est vous qui votez les lois. Enfin, c'est vous qui votez les lois, avec le Sénat, bien entendu. Hein. Effectivement. Alors, je vais rejoindre Mathilde. Un député, il faut rester modeste. Il ne peut pas tout faire. Et celui qui, dans la campagne, l'année prochaine, dira qu'il va tout faire, c'est celui qui fera rien, au final. Et là-dessus, en fait, je vais me différencier un petit peu de ce qui a été dit. La raison d'être, l'engagement de Bagnan, la création de Bagnan sous l'impulsion de Patrice Célie, c'était d'être à tous les niveaux des décisions politiques. On l'a prouvé, on est engagé dans la commune avec Saint-Benoît, avec mon collègue Éric Caricci. On est engagé aujourd'hui au département. On a 3 élus au département. On a 2 élus au conseil régional. Et l'engagement à la députation, c'est d'avoir ce dernier relais au niveau du gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est vraiment d'une importance pour l'évolution institutionnelle de la Réunion. Vous avez parlé des lois tout à l'heure. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de l'amendement Virapollet. Mais malgré cet amendement, on peut faire bouger les choses. Je vais juste simplifier rapidement. Aujourd'hui, quand le Parlement vote une loi, il s'applique unilatéralement à la Réunion. Par contre, dans tous les autres territoires d'outre-mer, sans exception, l'article 73 de la Constitution leur permet d'adapter la loi à leur territoire. Virapollet. Et nous, l'amendement Virapollet nous bloque. Alors, effectivement, aller toucher l'amendement Virapollet, on ne va pas y arriver du jour au lendemain, on ne sait pas si on pourra le faire pendant 5 ans. Mais par contre, il y a une solution. 60 députés quand même. Voilà. Hein, pour le faire. Hein. Il faut réunir 60 députés. Effectivement. Mais il y a une solution. Quand la loi est votée, il faut un dialogue constructif, une entente, une confiance avec le gouvernement. C'est le gouvernement, le pouvoir réglementaire qui pourra adapter la loi pour la Réunion. Et pour cela, il faut avoir ce dialogue avec le gouvernement pour dire que pour adapter la loi au territoire réunionnais, c'est la seule façon de contourner aujourd'hui l'amendement Virapollet. Et elle existe et elle n'est pas activée malheureusement avec les députés qui n'ont pas soit la relation de confiance avec le gouvernement, qui sont soit dans l'opposition. Et ça, c'est un élément indispensable. D'accord. Éric, moi j'ai une petite phrase avant pour te dire justement ce problème, ce phénomène du député où tout le monde vient crier après lui pour lui demander tout ça. Il y a quelqu'un qui a dit pour un homme avec un marteau, chaque problème est un clou. Oui, à chaque fois il faut taper dessus pour l'enfoncer. Hein. C'est pas moi qui dis ça, c'est
C'est un truc bizarre, c'est Achille Poirot dans le meurtre de l'Orient Express. Je vais chercher une petite modification, ou une femme. Ou une femme. Voilà. On va pas faire le discours entre le il et le yel, quand même. Hein. Pourquoi pas, c'est important quand même. Oui, on va en parler tout à l'heure si tu veux. Pas de problème. Parce que c'est un sujet d'actualité actuellement. Hein. Oui, hein, pour un homme ou une femme, chaque problème, et s'il a un marteau, chaque problème est un clou. Hein. C'est Achille Poirot qui avait dit ça. Pour un député, qu'est-ce qu'il faudrait pour que la population puisse comprendre qu'un député a des fonctions, qu'un maire a des fonctions, et que le président de la République a des fonctions, et que chaque fonction est différente? Je dirais, effectivement, chaque problème a une réponse. Chaque question, il y a une réponse. Chaque problème, il y a une solution. Il faut faire de la pédagogie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de s'investir, mais en politique, hein, parce que si on ne s'investit pas, on est toujours à la traîne. Et pour cela, moi je dis qu'il faut faire de la pédagogie, expliquer quel est le rôle du député. Mes collègues, ils ont bien expliqué, ils ont au moins défini le rôle du député. Un rôle du député, c'est aussi la proximité, certes, mais pas la même proximité, ce que disait Mathilde tout à l'heure. C'est pas la même proximité d'un maire, c'est pas la même proximité d'un conseiller départemental, et c'est pas la même proximité d'un conseiller régional. Mais néanmoins, c'est aussi un élu de proximité pour porter, en fonction de ce qu'on entend sur le terrain, de ce qui peut se dire, de ce qui peut se faire, porter la voix au niveau national pour apporter une réponse aux questions posées. Donc, tout problème, il y a une réponse, il y a une solution. Oui. C'est à nous, élus, de faire cet effort-là. Aujourd'hui, les élus, quels que soient les députés, on est 7 députés sur la Réunion. À un moment donné, il faut tout le monde se mettre autour de la table pour discuter l'avenir de la Réunion. Même si la 5e circonscription, moi je défends la 5e circonscription, mais la 5e circonscription fait partie de la Réunion. C'est pas autrement. Donc il faut se mettre autour de la table, s'entendre, de porter la voix de la Réunion au plus haut du sommet de l'État. C'est pas parce que moi je suis à gauche, toi tu es à droite, au centre ou quoi que ce soit. Chacun essaie de tirer la couverture dans la mesure qu'il y a une proposition qui est faite, qui est dans l'intérêt général, aussi bien pour les rayonnés, donc c'est aussi adapté pour les 5e circonscription. C'est là notre difficulté aujourd'hui, quand je vois aujourd'hui les députés actuels, c'est très rare que j'ai vu, ils votent une loi, ils se mettent autour d'une table, il y a une concertation, il n'y a pas de concertation. Bagnan se veut ça aussi. Donc nous, futurs députés, je dirais, on va essayer de travailler avec tout le monde. Il faut travailler avec tout le monde. C'est la clé même de la réussite, et d'essayer d'apporter quelques réponses aux problématiques de la Réunion, du ultramarin globalement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a plusieurs sujets, on va peut-être attaquer sur un autre sujet. Hein. Et si je vous dis 8 ans, si je vous dis 96 mois ou 3000 jours par exemple, vous allez me dire que c'est que des chiffres, mais c'est, paraît-il, le temps qui nous reste pour réduire nos émissions de carbone à 50% au moins. Hein, sinon, c'est la crise d'extinction, c'est l'effondrement écologique total, paraît-il, c'est les scientifiques qui l'ont écrit. Et la Réunion pourrait, je dis bien au conditionnel, être un modèle pour tous ces pays-là, puisque à la Réunion, on n'a pas de centrales nucléaires, on a beaucoup de centrales qui fonctionnent à de l'énergie renouvelable, quelques centrales encore avec du gazole, mais qui peut se rétablir assez facilement. Est-ce que vous croyez que l'objectif 2050 à zéro carbone est peut-être utopique ailleurs, mais vrai à la Réunion? Mathilde, oui. Je voudrais revenir d'abord sur quelque chose. J'entends beaucoup parler depuis que je suis jeune et que j'ai commencé mes études. On parle que la Réunion est un laboratoire, un exemple pour la métropole et pour d'autres territoires. J'ai pas le conditionnel. Oui, bien sûr, mais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le discours politique. Oui, effectivement. Moi, je trouve que c'est une rhétorique qui est un peu dangereuse dans le sens où, moi, j'entends laboratoire depuis des années. Moi, je vois, je sais pas, j'ai un peu du mal à voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Vous êtes dans le bâtiment, vous êtes dans le chauffe-eau solaire, par exemple, la Réunion a été le laboratoire. Bien par sûr, exemple, mais 98% des nouvelles constructions sont équipées en chauffe-eau solaire. Au-delà de ça, oui, bien sûr, mais au-delà de ça, quand on voit, par exemple, concernant la lutte pour la biodiversité, à la Réunion, c'est un énorme problème. On voit très bien que la loi qui a été votée en 2016 est très très mal appliquée à la Réunion. La réserve marine et puis l'art. Elle est très très mal appliquée à la Réunion. Moi, je veux entendre qu'on nous considère comme un laboratoire. Le parc national. Oui, mais pourquoi? Oui, mais ça relève pas directement de la loi concernant la biodiversité. La loi concernant la biodiversité en 2016, elle est très mal appliquée. Il y a eu un rapport dernièrement qui a été dit où on n'applique pas du tout. Donc moi, je veux bien qu'on nous considère comme un laboratoire, mais je pense qu'il faut réadapter cette loi concernant la biodiversité. Donc ça, c'est mon premier point.
Ensuite, évidemment, la question de l'environnement, elle est essentielle. Elle est essentielle, c'est quelque chose de structurel qu'on doit prendre en compte dans tous les domaines. C'est pas quelque chose qui est compartimenté, c'est quelque chose qui doit être systémique. C'est évident, et en plus c'est une préoccupation des jeunes qui est extrêmement importante aujourd'hui. Et évidemment, il faut un renforcement des lois climat qui ont été votées. Aujourd'hui, par exemple, concernant le plastique, c'est pas possible, c'est à horizon 2040 qu'on nous fixe des objectifs. On va attendre jusqu'à 2040 ? Moi, je pense pas. Moi, ma génération, elle vit dans l'anxiété du changement climatique. Et il faut renforcer ces lois climat-là. D'accord. Donc voilà, moi, je pense que c'est nécessaire. Voilà, Ridwan, toi, tu es un petit peu en retard. Hein. Oui. Dis-moi, Alors là-dessus, sur les énergies renouvelables, moi là-dessus, je partage ton avis, Jean-Claude. C'est essentiel pour l'avenir de la Réunion. Et on le voit concrètement à la CIRES, ce sont des enjeux majeurs. Allez, je vais inclure Sainte-Suzanne dans l'Est. Hein. On est à la frontière. On voit, on a un magnifique territoire. On voit c'est vert. Si c'est vert, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Et on l'a vu, il a pu la donner hier soir. Hein. Richard va nous faire un grand plan là pour qu'on puisse voir le vert qui est à l'arrière aussi. Très bien. Hein, c'est très bien. Quand je vois tout l'eau qu'on a sur ce territoire, je me dis que c'est inadmissible aujourd'hui qu'on n'ait pas d'eau agricole sur toutes les communes de l'Est. C'est inadmissible pour nos agriculteurs. On parlait tout à l'heure de souveraineté alimentaire, mais si on ne leur donne pas les moyens d'avoir cette autonomie alimentaire, on n'ira nulle part. Et ça commence par l'eau. L'eau, c'est quoi? L'eau, c'est l'énergie également. Sur le territoire de Saint-Benoît, on le sait, nous avons 2 barrages hydroélectriques à Takamaka. Il y a un 3e qui va être livré. C'est plus de 30 000 foyers alimentés grâce à l'eau. À Sainte-Rose, on a aussi un exemple quasi unique au monde pour la centrale hydroélectrique d'EDF. Et aujourd'hui, avec mon collègue Michel Vergoz à la CIRES, on parle de bâtir une cité de l'eau sur le territoire de l'Est et de prendre en compte, c'est une priorité essentielle. Et moi, je suis pour l'expérimentation. Il y a encore des énergies houlomotrices, donc par la houle, de créer de l'énergie par la houle, d'autres types, donc d'adapter aussi l'éolien, parce qu'on sait qu'il y a une protection forte de la biodiversité dans le territoire parc national. On ne mettra pas des éoliennes dans le parc national. C'est pas bon pour les oiseaux. Hein. Voilà, c'est pas bon pour les oiseaux. Et les énergies, les pales des éoliennes s'adaptent aujourd'hui à tout ça. Il faut aller chercher cette innovation là où elle est et la ramener à La Réunion. Et tu l'as dit tout à l'heure, le solaire, La Réunion a été un laboratoire pour la France entière. D'accord. Et ça a marché. Il y a encore une usine qui fonctionne au gazoil au port. Hein. Cette centrale-là, hein, c'est quelque chose qu'on pourrait remplacer facilement. Par exemple, avec d'autres systèmes d'énergie un petit peu plus bas, sans pour autant mettre une mini-centrale nucléaire au port, hein, bien entendu. Pour dire, M. Coindin, il y avait un projet qui date, pour ne pas, c'est un ancien responsable politique de La Réunion, Paul Vergès, qui avait un super projet justement pour lutter justement pour l'autonomie énergétique de La Réunion. Justement, ce que disait mon collègue, la houle, enfin des éoliennes en mer. Ils avaient une étude qui était déjà prévue pour ça. Mais malheureusement, comme le gouvernement en place n'était pas du même bord politique, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti en Guadeloupe. Nous, hommes politiques, qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Qu'on a vu, c'est un projet rayonné qui porte un gros projet justement pour lutter pour avoir l'autonomie énergétique à La Réunion. Et c'était fixé en 2030. On était autonomie énergétique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé partir ce projet-là. Ce projet a été capté par le gouvernement et donné ça à la Guadeloupe. Je ne sais pas ce qu'en a fait la Guadeloupe, s'ils ont avancé là-dessus ou pas. Mais en tout cas, c'est un vrai problème. Encore une fois de plus, l'entente de nos élus entre nous. Quelle que soit la couleur politique, je dis quand il y a un projet d'intérêt général, il faut le faire, il faut soutenir, il faut arrêter de dire que je suis à droite, je suis à gauche, ton projet il n'est pas bon, il est vire, parce que c'était toi, c'est pas moi. On s'en fout de ça. La question, est-ce que c'est un intérêt général pour La Réunion? Oui. Si c'est un intérêt général, on doit se serrer les coudes et y avancer là-dessus. Et c'est ça que je reproche aux politiques aujourd'hui. Il y a la géothermie aussi. La géothermie. On est sur un volcan, hein, aussi. Hein, donc bien sûr, on peut exploiter beaucoup de choses. Il y a, comme disait, on a le barrage de Takamaka, on a le barrage de la rivière de l'Est, on a aussi le captage. Regarde ce qu'on disait tout à l'heure. Le barrage hydroélectrique de la rivière de l'Est, le nombre d'eau qui est rejeté à la mer. Au lieu de rejeter ça à la mer, on ne peut pas le retenir et puis refaire autrement, le retraiter autrement? Hein? Bon. C'est un autre problème. Il y avait un gros projet pour la mener en Arabie Saoudite dernièrement. Je pense quand même que mais il n'y a aucune volonté politique derrière. Je trouve ça super intéressant de parler de ces questions d'énergie, mais je ne suis pas sûre qu'en tant que député,
notre compétence, elle soit si directe que ça envers ces formes d'énergie-là. Évidemment, il faut les mettre en avant, mais ça dépend pas... La loi sur les voitures électriques a été votée par les députés. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que la mise en place et l'opérationnalisation de ces énergies-là après, et de comment ensuite ça se concrétise sur le territoire, il faut aussi que les autres acteurs s'en emparent. Comme je vous l'ai dit, il y a énormément de lois qui est faite sur plein de choses, mais on ne s'en approprie pas. Je reviens sur la question de la loi de biodiversité. Oui. Il n'y a pas d'application concrète à La Réunion. Comment ça se fait? Voilà. Oui, on compte sur les politiques. La région. Voilà, c'est ce que je souhaite rassurer, la région crée son agence de la biodiversité dans les tout prochains mois. Oui, bien sûr, mais ça reste pas de la compétence du député là actuellement. Bien sûr, en termes de ce qu'il peut faire. Oui, mais effectivement, c'est pour ça que ça revient à la question de tout à l'heure. Le député ne peut pas, bien entendu, prendre tout. Faut être clair là-dessus. C'est vrai, c'est vrai ce que vous dites. Mais il ne faut pas oublier, nous, si députés, on ne monte pas au niveau national pour financer ce type de choses, c'est-à-dire que tout est bloqué parce qu'au niveau région, au niveau département, même si on a cette volonté-là, à un moment donné, qu'il faut la participation de l'État. Et le relais de la participation de l'État, si on a un groupe parlementaire qui est solidaire, on se sert les coudes pour porter ou tel de financement sur tel ou tel projet, quel que soit, je dirais que ça apporte un plus. C'est ça que je dis aussi, le rôle des Eric a raison. Il faut créer ce climat de confiance avec le gouvernement et il le faudra si on veut faire avancer la Réunion, l'avenir de la Réunion. Voilà, on arrive presque à la fin, on va avoir quelques minutes de plus parce qu'on avait dit 45 minutes et puis un petit peu plus si affinité, mais on a l'impression que l'affinité arrive là pour parler d'un dernier sujet qui était prévu dans notre programme qui est la jeunesse. Et est-ce qu'il faut dire que notre jeunesse, elle croit encore à la politique et je crois que c'est ça qui est en retard là, de 2 minutes, 2-3 minutes. Mais oui, c'est vrai, Jean-Claude, c'est une réalité. Il y a un vrai divorce aujourd'hui entre le politique et le jeune. Et c'est d'où l'ADN, encore une fois, de Bagnan. Bagnan prône le renouvellement des générations. Et c'est ce que nous souhaitons, nous, en politique. C'est allier, et tout à l'heure, Eric l'a dit, la jeunesse et l'expérience en incarnant un modèle différent. Je le rappelle, on a placé un élu, le Benjamin de l'Assemblée au Conseil régional, c'est Patrice Boulevard. Élu de Bagnan. On a placé la Benjamine au département, c'est Amandine Noireau. Et Bagnan souhaite incarner cette nouveauté, ce changement, réconcilier la politique et les jeunes. Pourquoi? Parce que c'est dans la politique que ça se décide. Si demain un jeune veut que la bourse soit revalorisée, si un jeune veut qu'il y ait plus de transports, développer des transports en commun à La Réunion, s'il veut qu'il y ait des formations adaptées à ses besoins, parce que les nouvelles générations ne sont plus ce que nous étions, même moi à 40 ans, quand j'entends des jeunes de 20-25 ans parler, on n'a plus les mêmes besoins, ils aspirent à mieux vivre, à mieux manger, à avoir aussi plus de temps personnel, et donc nous devons nous adapter. Et la manière de le faire, c'est de s'engager en politique. S'engager en politique, c'est construire l'avenir de la Réunion et il ne faut pas tourner le dos, comme c'est le cas aujourd'hui. Au contraire, il faut leur donner confiance. L'engagement de Mathilde est un exemple avec nous aujourd'hui. À 24 ans, d'avoir de belles idées, c'est une bonne chose. Et nous, au sein de Bagnan, ça fait partie de notre ADN. Donc, aujourd'hui aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi une nécessité pour que le jeune puisse aller voir ce qui se passe en dehors de la Réunion. Mathilde a parlé de coopération régionale. De mobilité. Aujourd'hui, on a tendance à avoir ce lien quasi exclusif avec la métropole. Plus de 50% des échanges économiques, les voyages à continuité territoriale nous emmènent où? À Paris ou à Marseille éventuellement, mais quand on regarde la coopération régionale, elle est quasi inexistante. Et là, ça, c'est le rôle d'un député, d'aller dire à Paris, moi j'ai envie de discuter avec l'île Maurice, de mettre en place des dispositifs, avec Madagascar, avec l'Afrique du Sud, et là on va nous dire quoi? Ah non, il faut passer par l'ambassade de France, par Paris, par le Quai d'Orsay pour discuter. Là non, là il faut aller discuter, faire du lobby auprès du gouvernement pour que la Réunion puisse avoir une vraie diplomatie auprès de ces îles, avoir une vraie diplomatie économique, un vrai partage d'expérience, parce qu'on a à apprendre de nos voisins et nos voisins ont aussi à nous apprendre, et c'est ça vraiment le vivre ensemble au-delà des frontières de la Réunion, parce que nous connaissons, ça nous sort, quand on regarde les origines de la Réunion, le peuplement nous sort un peu de toutes ces îles-là, notamment sur la côte australe avec le Mozambique. D'accord. Mathilde, la jeunesse, c'est vraiment l'espoir de la France. Évidemment, et l'espoir de la Réunion. Sinon, je ne serais pas là devant vous. Moi, je voudrais revenir sur la question de est-ce que la jeunesse ne s'intéresse pas à la politique, oui ou non. Moi, je pense que la jeunesse, il y a une grande partie qui est politisée.
En revanche, donc ce qui veut dire qu'elle va s'engager de différentes manières pour la société, dans des associations, à la fois étudiantes mais aussi en dehors, et notamment sur la question des réseaux sociaux. Les jeunes sont énormément engagés sur les réseaux sociaux. Bon, c'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui de la politique au sens où on veut l'entendre, mais ça reste de l'engagement. Mais évidemment que les jeunes ne se sentent pas représentés aujourd'hui en politique. Je ne me suis jamais sentie représentée à 24 ans par quelqu'un de politique à La Réunion. Est-ce que c'est normal? On a un président qui s'est engagé très tôt. Hein. C'est le plus jeune président de France. Je veux dire, j'ai 24 ans. Ils viennent d'être élus. Oui, oui. Je veux dire, avant ça, je me sentais pas représentée. À l'Assemblée nationale, vous voulez savoir combien de jeunes de moins de 30 ans il y a? 3. Je sais. Il y a moins de. Il y en a un qui a 87. La population de La Réunion, c'est 30. La population de La Réunion, c'est 30% de jeunes. Est-ce que c'est normal que 30% de la population ne soit pas représentée à l'Assemblée nationale? Moi, je ne pense pas. Évidemment, ça reste dans. Évidemment, c'est super intéressant et c'est pour ça que voilà, je me suis engagée avec Bagnan. Ils veulent renouveler la classe politique, mettre en avant la jeunesse. Ils ont élu dernièrement la plus jeune personne au département, également au conseil régional. Élisée, la plus jeune députée. On a besoin de ce renouvellement. Ridouane et Eric, je suis sûre qu'ils font un excellent travail. Ils ont de l'expérience, etc. Mais ils ont déjà des mandats. Ils viennent d'être élus il y a très peu de temps. Laisser de la place, notamment à moi, qui n'ai pas encore de mandat, pour essayer de porter les voix de la jeunesse. J'ai reçu énormément de messages sur mon compte Instagram, parce que j'ai énormément communiqué sur les réseaux sociaux, où les jeunes disent « Je ne serais jamais allé voter si ce n'était pas pour toi ». Parce que je me sens enfin représentée. D'accord. Donc voilà, évidemment, c'est nécessaire. Bien sûr. Je profite que tu es avec nous là pour parler d'un sujet qui intéresse tout le monde, hein, mais que tu as relevé tout à l'heure. Et on avait dit qu'à la fin de cette émission, on reviendra 30 secondes là-dessus. C'est ce phénomène de genre là, hein, le il, le elle ou le yel, qu'il faut plus dire maintenant que l'homme a marché sur la Lune. Mais s'il y avait une femme dans ces personnes qui ont marché sur la Lune, il faudrait dire l'homme et la femme ont marché sur la Lune. C'est un gros sujet d'actualité là. Ce sont des faits, c'est des hommes qui ont marché sur la Lune, on va pas inventer. Oui, mais imaginons qu'il y avait une femme et qu'on découvre un jour. Bon, là, il n'y avait pas de femme. Non, c'est un exemple. Mais est-ce que vous êtes pour le fait qu'on n'utilise plus le mot homme pour désigner l'ensemble de la population mondiale? Mais évidemment. Mais c'est une évidence. L'homme n'est pas la neutralité. Il y a aussi une autre partie de la population, ce sont les femmes. Même quand on parlait de l'homme avec le grand H. Mais évidemment. Parce qu'aujourd'hui, on pense que l'homme avec le grand H, en fait, c'est la neutralité. C'est ce qui représente tout. Non. Aujourd'hui, je le dis, il faut mettre en avant les femmes. On n'est pas plus, enfin, on n'est pas moins. À un moment donné, c'est incroyable que quand on parle de l'humanité, on parle de l'homme avec un grand H. Je rappelle qu'encore une fois, l'homme n'est pas la neutralité. Et ça, c'est dans tout. Et même quand on fait des politiques publiques. On va tendance, par exemple dans l'emploi, on va tendance à parler de celui qui recherche l'emploi, du demandeur d'emploi. Mais la plupart des demandeurs d'emploi sont des demandeuses d'emploi. Il faut appliquer une politique genrée à chaque thème qu'on va travailler parce que c'est nécessaire. Évidemment, on n'a pas les mêmes problèmes. Être une femme aujourd'hui dans la société, c'est compliqué. On vit énormément de sexisme. Et c'est nécessaire de faire la différence entre hommes et femmes tout en réunissant tout le monde. Ça n'empêche pas la réunion. Des députés, vous êtes encore un peu nombreux, mais c'est peut-être pas à cause parce que c'est les gens qui élisent. Il n'y a pas un choix, comme dans le gouvernement. Dans le gouvernement, c'est le président qui décide. Donc du coup, le gouvernement fait une parité. Alors que là, vous êtes. Il n'y a jamais eu de députés femmes dans l'Est. C'est pas normal. Oui. Aujourd'hui, dans les élus à La Réunion, on peine à chercher une femme. Comment voulez-vous que les jeunes filles de mon âge, ou même encore plus jeunes, se reconnaissent? À un moment donné, on parle d'emploi, on parle de formation, etc. Mais il faut donner envie. Il faut que les gens se sentent inspirés. Moi, je ne me suis jamais sentie inspirée. J'ai dû chercher des inspirations à l'étranger. En tout cas, vous serez une source d'inspiration pour les prochaines qui vont venir, ça c'est sûr. C'est ce que j'espère, et c'est pourquoi je suis là. C'est parce que je veux aussi dire aux femmes qu'on n'est pas là pour faire du quota. On n'est pas là pour faire juste de du sexisme. Bien sûr, mais on n'est pas là pour être des quotas aussi. On a des compétences. On n'est pas juste là pour faire de la représentation. On n'est pas juste là pour amuser la galerie. On a des compétences, on a des choses à dire. Et surtout, quand on est une femme jeune, c'est extrêmement compliqué de se faire entendre parce qu'il n'y a que des hommes en politique, je le redis, mais c'est nécessaire.
D'accord, d'accord. Je vais donner la parole un petit coup à Eric qui est un petit peu en retard et après on va commencer à faire les conclusions pour parler toujours de cette jeunesse. Là. On t'a pas entendu sur la jeunesse un petit peu tout à l'heure pour dire vraiment si la jeunesse n'est plus participative ou bien elle prend son temps pour commencer à participer à la vie économique, à la vie politique de notre pays. Aujourd'hui, les jeunes sont très impliqués au travers du mouvement associatif et syndicaliste ou autres, les réseaux sociaux, ce que je disais tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, la préoccupation des jeunes aujourd'hui, c'est quoi? C'est leur indépendance, leur autonomie. À La Réunion, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on a encore des jeunes de 25 à 30 ans qui vivent encore chez leurs parents. Donc, il y a un problème de logement. Il y a un problème aussi de mobilité. Tout à l'heure, quand on parlait de mobilité, ce n'est pas forcément de la mobilité en dehors du territoire de La Réunion ou dans la zone de l'océan Indien, mais même à l'intérieur même du département, la question de mobilité. Ça, c'est la préoccupation des jeunes d'aujourd'hui. Effectivement, quand ils ont envie de s'impliquer, il faut qu'ils aient une autonomie. Logement, bien sûr, du travail. On a parlé de l'emploi tout à l'heure. Mais la question du logement des jeunes, il y en a très peu, quasiment pas. Si ce n'est que les logements sociaux. Et encore, pour accéder, il faut remplir, on va se baser sur les critères des ressources des parents. Moi, je dis qu'il faut sortir de ce système. Donc, proposer des jeunes. Aujourd'hui, à La Réunion, il n'y a qu'un foyer de jeunes travailleurs qui est au port. Et les places sont limitées. Il n'y en a rien. On ne propose rien à ces jeunes en matière de logement. Donc, il faut proposer une loi dans ce sens-là et mettre en application et faire appliquer. Sur la question de mobilité, moi, je souhaite que le permis de conduire aujourd'hui devienne un diplôme, non plus que mes parents doivent payer. Les parents pauvres, là, s'ils n'ont pas d'argent, là, il n'y a pas de permis. Et s'il faut se déplacer, des fois, les moyens de transport, je ne prends pas de tout route, loin de là, tout voiture, je ne dis pas ça. Parce qu'à La Réunion, même si on essaye de porter des réflexions sur des modes de transport douces ou quoi que ce soit, justement par rapport à l'environnement, oui, mais il y aura quand même à La Réunion, on ne pourra pas développer comme il y a en métropole des métros, des TGV ou quoi que ce soit. C'est impossible. Donc il faut bien le permis de conduire. Moi, demain, si je suis député, je porterai une loi pour que le permis de conduire devienne obligatoire, soit un diplôme, au même titre qu'un CRP, qu'un BEP, qu'un bac, qu'un Master 2. Avec ou sans points? Un PMI avec ça, ou c'est sans notre débat. C'est notre débat. Mais voilà, Ouais. la question de la jeunesse, c'est ça aussi. C'est le logement. Je proposerai de créer des foyers de jeunes travailleurs ou bien même innover. Penser de gérer des systèmes de maisons en colocation. On va dire que location des étudiants, ça existe. Mais là, en tant que je suis jeune travailleur, j'ai 22 ans, je travaille, je touche le SMIC, 1200 €, voire 1300, payer un loyer à 600 €. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Mais si on met un système, une institution, un organisme qui gère de ce type de logement en colocation, qui fait aussi de la médiation, et puis quand il se met en couple, le temps qu'il se met en couple, il se prépare pour prendre le renvoi. On va laisser Ridouane récupérer son temps de parole. Il lui reste mon 2 temps de minutes pour parole. le temps de Donc, parole. je suis tout à fait d'accord avec Oui. Mathilde. Oui. Aujourd'hui, on parle d'hommes avec un grand H. Moi aussi, je suis d'accord pour parler de femmes avec un grand F. Moi, maintenant, je parle d'humains, parce qu'on est tous humains, on est sur une humanité. J'ai aussi 2 modèles de députés de La Réunion. Un homme, c'est Jean-Paul Virapoulet, et une femme, Huguette Bello. Ça a été 2 grands députés pour La Réunion, et pour moi en tout cas ce sont des modèles à suivre. Sur le sujet moi qui me tenait à cœur, je voulais parler d'une préoccupation grandissante au sein de notre population à La Réunion et de manière générale en France, c'est l'insécurité. Aujourd'hui on l'a vu à Saint-Benoît, les violences urbaines. On a interpellé l'État. Patrice Célie, notre maire, a interpellé l'État rapidement lorsqu'on a été en proie à ces violences. On a demandé des moyens supplémentaires, mais il a fallu attendre que le préfet accepte de venir à Saint-Benoît discuter avec le maire pour avoir ce lien, parce que la compétence sur la sécurité des habitants, c'est l'État. Et là, c'est donc là le rôle d'un député d'appuyer, de dialoguer, d'aller place Beauvau au ministère de l'Intérieur pour dialoguer avec le gouvernement et avoir des mesures concrètes pour Saint-Benoît. La deuxième forme de violence, et malheureusement elle est aussi répandue à La Réunion, ce sont les violences conjugales, les violences intrafamiliales. C'est de plus en plus inadmissible et très souvent, ce sont les femmes qui en sont victimes, ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs, ce sont nos cousines. Et là, il faut une vraie répression, un renforcement des lois, notamment la loi anti-rapprochement, et il faut une répression sans répit. C'est inadmissible qu'en 2021, alors que l'éducation avance, on régresse sur le droit des femmes, notamment. Bien sûr. Oui, il nous reste 2 minutes. Oui, je voudrais revenir sur la question du droit des femmes. C'est vrai que la question de la répression, elle est importante, mais je pense que c'est qu'une partie du problème. Je pense qu'il y a un souci d'éducation. La question de l'éducation, elle doit être renforcée en fait. On parle de jeunesse, c'est important par exemple, en tant que député, de renforcer dans la loi les questions de consentement. Les questions sur la sexualité également.
C'est important de parler de ces sujets-là. C'est bien d'arriver à... Une réforme de l'école. Oui, tout Mais à fait. c'est un sujet qui est d'actualité, Oui. que vous saurez peut-être amener à Mais évidemment, mais aujourd'hui, la à question tirer du parti. consentement est encore très mal définie dans Oui, la oui. loi. Donc Mhm. c'est important aussi de le remettre sur le sujet. Mhm. Et également dans la formation des jeunes et à l'école, c'est important de parler de la question du consentement. D'accord. Il faut aller au début. Quand on arrive à la fin pour faire de la répression, en fait, c'est déjà trop tard. Il y a déjà du mal qui a été fait. C'est de l'éducation qu'il faut faire auprès des jeunes garçons et des jeunes filles, surtout Mhm. des jeunes garçons. Ouais. C'est ça aussi qui est important. Et aussi, je voulais revenir sur la question de la jeunesse. C'est extrêmement important parce que voilà, il y a une priorité, c'est la question de la précarité étudiante. Et ce qui est important, c'est la mise en place d'un revenu universel étudiant. C'est ça que je souhaite porter aussi pour la jeunesse. C'est qu'en fait, ils arrêtent... Il y a un revenu étudiant qui existe déjà hein, pour les jeunes. Pas encore un revenu... Il n'y a pas de c'est- RSA pour les jeunes de moins de 25 c'est ans, justement mais il y a un quand même un revenu universel étudiant. Aujourd'hui, ils vont beaucoup dépendre de la bourse. D'accord. Là, ça pourra permettre d'avoir beaucoup plus de jeunes dedans, notamment des jeunes de classe moyenne qui aujourd'hui n'ont pas en capacité de doivent payer la reprendre la bourse. Sur la question, sur la Il question manque un petit de peu l'éducation, dans liquidité du temps. il y a cette question aussi du créole à l'école. Aujourd'hui, on est face à un illettrisme et un décrochage scolaire. Qu'est-ce qu'on constate dans nos écoles maternelles? C'est qu'on est dans des milieux créolophones. On parle créole, ça c'est notre zarlor. Et aujourd'hui, le petit créole, quand il arrive à l'école, on lui oppose quoi? Le français. Mais souvent, il se sent pas, c'est pas adapté. En fait, il se sent pas trop chez lui. Et c'est comme si on nous balance dans une classe en anglais, on nous dit, bah tiens, il faut apprendre l'anglais, mais si tu n'apprends pas l'anglais, bah, tu n'auras pas de diplôme à la fin. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut il faut que les professeurs puissent introduire un système d'adaptation du créole vers le français jusqu'au niveau de la CP pour que l'enfant se sente bien dans cet apprentissage de la lecture et qu'on continue à conserver ces classes à 18 élèves par salle au niveau du CE1 pour qu'à la fin cette jeunesse-là puisse être diplômée, parce que c'est avec la jeunesse qu'on aura de la créativité, qu'on aura de l'entrepreneuriat. D'accord, très bien. On arrive à la fin de l'émission, Oui. désolé, hein, on est vraiment à la fin, il va falloir conclure. Juste pour compléter ce que dit mon collègue, Juste- notamment par rapport au créole à l'école. Aujourd'hui, on a des enseignants, des professeurs des écoles qui viennent, territoire national, c'est normal, on fait partie de la France. Moi, je dis aussi que quand il y a des personnes, pour ne pas citer pour les oreilles, quand ils viennent ici pour enseigner, il faut qu'ils comprennent aussi un peu la langue créole. On les balance comme ça dans les collèges, dans les lycées, dans les classes maternelles, tout ça, ou dans les classes primaires. Eh bien, on ne comprendra rien au créole. Effectivement, le créole, là, c'est la base de notre culture aujourd'hui. Donc, j'estime qu'à un moment donné, il faut poser le vrai problème. Les enseignants qui débarquent ici, il faut un minimum une formation pour comprendre quelques mots créoles, parce que pour comprendre aussi la personne en face. Bien sûr, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, on va faire les conclusions, si vous voulez bien. Ok. On va commencer dans le désordre, parce que, Eric, tout à l'heure, tu étais numéro 3, là, tu vas être numéro 1. On est déjà à la fin, les alors. conclusions. Oh, bah oui, on a dit 45 minutes, on est déjà à 1 heure. Hein, et on va prendre 1 minute pour conclure. Bon, 1 minute. Juste pour dire, m'a présente à moi ici, parce que moi, j'ai eu la chance dans mon parcours, quand j'ai fait mes études supérieures à Paris 8 et Paris 13, m'a côtoyé un monsieur qui s'appelle monsieur Jacques Lassousse, qui a inventé les diplômes de travailleur social, notamment éducateur spécialisé, et lui, il siégeait dans une instance qui s'appelle le Haut Conseil du Social. Cette instance indépendante, où les députés, les sénateurs, les ministres, en fait, tout le monde concerte quand on pose une loi, notamment en matière sociale. Et j'ai eu l'occasion de participer, notamment sur une loi qui était, à l'époque, c'était sur les gens du voyage. Donc, comment on prépare une loi, comment on organise, comment on va proposer un projet de loi. J'ai eu cette chance-là, donc c'est aussi une expérience qui parle, que c'est pour ça aussi que j'ai envie aujourd'hui d'y aller. Sinon, je disais, chers militants, chères militantes de Bagnan, adhérents, c'est à eux de faire le choix aujourd'hui dans la démocratie, faire le choix. Quel est le candidat le plus apte à les défendre, le couleur de la 5e circonscription au niveau national? Effectivement, il y a aussi la jeunesse. Je ne mets pas encore la jeunesse c'est l'avenir de demain. Mais sans expérience, sans anciens, il n'y a pas de jeunesse non plus, et rien n'avance. Donc il faut compléter les deux. Voilà, je dis à vous, chers militants, de choisir, le soir de votre main, à vous de voir que ça sera fait demain, le vote sera solennel. Et le je me 12 soumets... juin et le 19 juin. Non, mais pas pour la primaire. Pour le la primaire, 18. pour la première, le Mais compte 18. le vote le 18. Le 18 décembre. Donc, ça samedi. sort de la 5e circonscription et dans votre main pour représenter la 5e circonscription, mais là, ça sort le choix. D'accord, Merci. très bien, Mathilde Lebon. Oui, tout à fait. Donc moi, je voudrais que les adhérents et les adhérentes de Bagnan retiennent une chose. Aujourd'hui, on a du mal à mobiliser la jeunesse sur les élections.
c'est extrêmement important. Il y a un taux d'abstention qui est énorme et il faut être à même de pouvoir mobiliser cette jeunesse. Je suis capable de mobiliser cette jeunesse. Je l'ai déjà fait. Je l'ai fait pendant ma campagne sur les réseaux sociaux, d'ailleurs que vous pouvez aller voir. J'ai une campagne claire avec des axes clairs. Donc, vous pouvez aller le voir. J'ai déjà mobilisé une partie de la population. Là, la primaire, ce n'est que la première étape. Ensuite, il faudra aller pour les élections législatives. Je pense être en capacité de mobiliser cette jeunesse-là. Et ensuite, je pense qu'il faut rester dans la volonté du parti Bagnan de vouloir renouveler la jeunesse. Il faut aller au bout de la démarche. Ils ont, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont élu la plus jeune conseillère départementale, ils ont élu le plus jeune conseiller régional. Allez jusqu'au bout de la démarche et élisez la plus jeune députée de La Réunion. Allez jusqu'au bout de cette démarche-là. Et j'ai envie de dire, je veux pas faire de blagues simples, mais voilà, le 18 décembre, faites le bon choix et votez Mathilde Lebon. Voilà. Très bien. Voilà. Ridouane, moi, Jean-Claude, voilà, je souhaiterais m'adresser aux adhérents de Bagnan, parce que c'est grâce aux échanges avec vous que j'ai décidé de me porter candidat à cette primaire pour vous représenter, pour représenter les valeurs de notre parti Bagnan. C'est un honneur, mais aussi une grande responsabilité. Et demain, avec votre confiance, je souhaite être un député au travail, efficace, de proximité, et aller sur le terrain avec Zot, comme nous l'a déjà fait par le passé. Et grâce à vous, aujourd'hui, le parti Bagnan, c'est déjà la gestion d'une commune, d'une intercommunalité, des élus au département, des élus à la région, et demain, avec votre confiance, un député. Et Bagnan l'a donc prouvé, c'est un parti d'action, de gestion, avec des messages clairs et cohérent. Et c'est aussi un peu avec émotion que me rappelle mon premier engagement, quand Patrice Céline, la Neurodemon, a 3 ans de ça, il a convaincu en disant viens avec nous, on va voir, nous va faire de grandes choses. Et m'était pas trop convaincu, mais à la partie, et après par la suite, elle a été notre directeur de campagne. Et Zotikone nous a traversé des moments difficiles. Il a été dur, mais voilà, nous l'a réussi. Pourquoi? Parce que ces autres la donnent à nous la force, ces autres la donnent à nous la main pour arriver. Et demain, l'avenir de la Réunion, ça sera avec Zot. Ça doit être une priorité. On doit travailler pour la 5e circonscription qui mérite un député efficace au travail. Je m'y engage pour Bagnan, pour bâtir notre île ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un dernier petit mot. Vite fait alors, vite fait. Juste pour dire, juste pour dire, j'ai oublié de rajouter, et effectivement la 5e circonscription qui part de Saint-André à Saint-Philippe, mais comme il intervient aussi sur Saint-André, donc quand il parle de l'expérience, c'est aussi connaître son territoire. Mais il est connu sur Saint-André, mais il est connu sur Saint-Benoît, un peu sur Saint-Trope-Plein-des-Palmistes, très peu sur Saint-Philippe, c'est pas grave. Mais là aussi ça compte pour le demain, parce qu'il faut que Bagnan soit aussi porte un député au niveau national. Il ne faut pas qu'on parte avec un candidat que demain on est battu par nos adversaires. Voilà. Mes collègues, ce ne sont pas mes adversaires, ce sont mes concurrents aujourd'hui pour la primaire, mais c'est des collègues avant tout. Voilà, ça aussi, chers adhérents, il faut bien voir quelle est la personne qui, sur l'ensemble du territoire, peut porter et ramener un député Bagnan au niveau national. Voilà, et ce 18 décembre, un vote dans les bureaux de Saint-Benoît de 8h à 18 pour ces 1300 adhérents du groupe Bagnan. Et juste une petite question comme ça, mais bon, ça c'était juste pour casser un petit peu le cul à la fin de l'émission. C'est pour un salaire de 7 239,91 €, parce que les précis le salaire d'un député, des 577 députés, qui que ce soit va se porter député. Vous allez bien au-delà de tout ça. Ah, sûrement, hein. Merci beaucoup. Merci. Et puis on se retrouve, nous, la prochaine fois dans une nouvelle émission politique, un petit peu comme cette-là. N'oubliez pas la date du 18 décembre pour les adhérents de Bagnan, le 12 juin pour premier tour des élections législatives et ensuite le 19 juin pour le deuxième tour des élections législatives. Nous retrouvons la semaine prochaine. Allez, à bientôt.